OK, reprenons. Tout le monde m'entend bien? Oui. Oui, monsieur. Parfait. Donc, allons-y. Donc, notre but de départ était d'allumer une lumière. Donc, on y allait avec quelque chose de simple. On a pris une LED. Ça nous a permis de comprendre en même temps comment faire les branchements sur notre plaquette d'expérimentation. Mais si on voulait aller un peu plus loin, si on voulait allumer une vraie lumière, une lumière qui est alimentée à 120 volts. Donc, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre puisque notre Raspberry Pi, lui, ne nous fournit que du 0,5 volts, grosso modo. Ben, il faudrait qu'on passe à travers ce qu'on appelle un relais. Donc, un relais utilise le concept de l'électromagnétisme. Donc, on va passer à travers ce qu'on utilise. On va utiliser une bobine et on va utiliser un contact. Donc, expliquons d'abord le concept et ensuite voyons comment faire le branchement sur notre plaquette d'expérimentation. Vous savez quoi, je vais plutôt y aller avec le circuit directement. D'ailleurs, je l'avais dessiné pendant la pause, je l'ai effacé, je n'aurais pas dû. Donc, on va y aller comme ceci. Donc, je vais prendre du rouge ici. Oups, pas du rouge, mais du noir. Je vais juste changer la taille de mon crayon. On va prendre un cercle et on va dessiner juste ici une fiche d'alimentation. Ça va être une fiche d'alimentation d'Hydro-Québec, celle qui vient du mur. Donc, notre fiche d'alimentation, disons qu'on a, on a 3 fils. On a habituellement un fil vert qui est la mise à la terre. On a un fil blanc, je n'ai pas de blanc, donc je vais mettre de l'orange ici, qui est mon neutre, et on a un fil rouge. Le fil rouge, ça va être notre tension de ligne, ou notre alimentation, ou ce qu'on appelle le vivant. Donc, je vais appeler ça L pour le vivant. On va prendre le... On va attendre que OneNote arrête de bugger. Donc, on va prendre, tiens, ici, je vais tout simplement nous dire que c'est la mise à la terre ou encore G. Et ici, en orange, allons-y avec N, c'est notre neutre. Donc, nos fameuses prises, vous les connaissez. Donc, on sait que parfait. Donc, le petit cercle qui est la mise à la terre qu'on a sur nos prises électriques, vous comprendrez que il est branché évidemment en arrière-plan à mon fil vert, ça va. Ensuite, on a deux connecteurs, je vais garder du noir. Donc, on en a un plus petit, habituellement du côté gauche, et on en a un plus grand. Donc, je vais copier celui-là et je vais le coller tout simplement. Et le plus grand est habituellement du côté droit. Je pense que c'est le contraire. Oui, effectivement, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Merci. Donc, ça fait un beau bonhomme sourire. Donc, évidemment, respectivement, je vais aller comme ceci. Ça va donc, on est connecté quelque part en arrière et allons-y comme ceci. On est connecté quelque part en arrière. Ça va donc, c'est ce qu'on récupère de Hydro-Québec du mur. Maintenant, un relais, ça ressemble à quoi? Donc, un relais, je vais y aller comme ceci. C'est basé sur le principe
d'induction électromagnétique. Donc, on a vu les résistances, mais on a aussi un composant qu'on appelle la bobine. Et je vais parler de manière plus détaillée de la bobine tout à l'heure. Donc, voilà, voilà. C'est deux circuits séparés. Une seconde. Donc, voici le symbole d'une bobine. Donc, là où la résistance, on a des dents triangulaires comme ceci, la bobine, on a des dômes, 3 dômes comme cela. Ça va? La valeur de la résistance, c'est le ohm, donc OH. Oui. Donc, les ohms, alors que au niveau d'une bobine, ce sont plutôt les henris, donc des H. Et on verra aussi plus tard, parce qu'on aura besoin, les condensateurs, dont la valeur, eux, sera en farad, F. Mais on y arrivera en temps et lieu, c'était une petite parenthèse. Donc, un relais, c'est un composant qui est composé d'une bobine et d'un ou de plusieurs contacts ou interrupteurs normalement ouverts ou normalement fermés. Donc, dans le cas de figure que j'ai ici, j'ai un interrupteur normalement ouvert. Et le tout se trouve dans un boîtier. Je vais juste ici mettre une diode de protection et j'expliquerai son rôle un peu plus tard. Je la dessine pour que mon schéma soit correct, mais ignorez-la pour l'instant, ça va? Je reviendrai au rôle de la diode. Oups, excusez-moi, mon OneNote dérange encore. Je reviendrai au rôle de la diode. J'ai bien dit diode et non DEL. Une diode, c'est la même chose qu'une DEL, sauf qu'elle n'émet pas de lumière. Donc, comme ceci, et mettons le tout dans un magnifique boîtier. Ça va? Et disons qu'on a la patte 1, la patte 2, la patte 3 et la patte 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est que juste ici, on va venir brancher par exemple une lumière ou une ampoule. Donc, je vais mettre L pour une lumière, juste ici, ou une charge. Ce côté-ci, ça va, de notre relais, on va aller chercher notre alimentation de la prise d'hydro. Ici, on va aller chercher, on va faire ça un peu mieux. Donc, ce que je vais faire, je vais me sortir un fil ici et allons chercher le orange. On va se sortir un fil ici. Donc, on va être branché ici. On va être branché ici. Donc, présentement, j'ai un circuit ouvert. L'idée est la suivante. Quand on va appliquer, donc je vais me rajouter quand même une certaine résistance ici pour limiter le courant qui va circuler dans mon relais. Donc, c'est une puce physique, un relais. Et comme pour les autres composantes que je vous ai présentées aujourd'hui, je les ai mis où? Voilà. Voici plusieurs exemples de relais industriels. Donc, ce sont des boîtiers. Et ces boîtiers ont toujours 2 sections. Une section, donc un côté, nous permet de polariser notre bobine, donc de faire passer un courant à travers notre bobine, notre inducteur. Une bobine, un inducteur, le nouveau symbole électronique que je viens de vous montrer, c'est tout simplement un fil qui est enroulé sur lui-même. Et on va expliquer son comportement par la suite. Et de l'autre côté, on a des terminaux, des vis qui nous donnent accès à des interrupteurs, des contacts normalement ouverts ou normalement fermés ou encore les deux. Donc, on a plusieurs formats ici, du très petit qui va sur les circuits imprimés jusqu'au très grand qui vont dans les cabinets de contrôle électrique en usine, sur des chaînes de production alimentaire ou automobile, etc., etc. Donc, pardon?
comme une sorte de prise. Non, ce n'est pas comme une sorte de prise. Donc, l'idée est la suivante, c'est que, et je vais y aller encore comme ceci pour l'instant, si je mets un interrupteur ici et que ici, j'ai une source d'alimentation DC, plus ou moins. Gardons encore en tête que notre source d'alimentation DC, ben, ça va devenir quoi? Ça va devenir une des pins de sortie de notre Raspberry Pi. Parce que de la même façon que quand je ferme ici, il y a un courant qui passe à travers ma bobine et revient à la borne négative. Le courant qui passe à travers ma bobine, il fait quoi? Il génère un champ magnétique. Ce champ magnétique va venir faire quoi? Va venir fermer le contact qui était normalement ouvert. Et puisque le contact qui était normalement ouvert est maintenant fermé, ben, je vais avoir de l'autre côté, laissez-moi trouver une couleur, je vais avoir un courant alternatif qui va circuler dans cette partie du circuit et qui va donc permettre à ma lumière de s'allumer. Ça va? Donc, mais ça nous a pris un nouveau composant ici pour être capable d'y arriver. Parce que de cette partie du circuit, on est en régime DC, donc direct current, en courant continu, alors que dans cette partie du circuit, on est en courant alternatif. AC current, et les deux ne se mélangent pas. Ça va? Donc, ça nous prend, il y a toutes sortes de composants qui permettent de faire ça, les relais, les optocoupleurs, les optocoupleurs basés sur des phototransistors, on les verra pas tous, ça va? On va, parce que de toute façon, je peux pas vous fournir gratuitement tous ces composants, donc on va faire des labos avec les composants que je suis capable de vous fournir en limitant les coûts pour vous. Donc, le relais, c'est assez standard à ce niveau-là. Ah, mauvaise fenêtre, excusez-moi. Mettre ça à côté pour que ça ne nous dérange plus. Parfait. Donc, voilà le principe de fonctionnement de base du relais. Donc, comme on l'a dit, c'est un boîtier. C'est une puce avec un certain nombre de terminaux. Là, j'ai fait un relais simple ici, mais laissez-moi dessiner un relais un peu plus complexe. Laissez-moi faire le ménage d'abord. Tout le monde a compris le principe de fonctionnement que je viens d'essayer d'illustrer ici? Ça va? OK. Donc, laissez-moi faire mon ménage. Quelques secondes, ça bug un peu. OK. Donc, OK, vous savez quoi? Je vais laisser... je pense que ce schéma-là, il est intéressant pour nous, ça va? Donc, je vais le prendre aussi et je vais le mettre excusez-moi, sur Teams, parce que ça nous explique comment est-ce qu'un relais peut nous permettre, à partir d'une tension, d'une petite tension de 5 volts, par exemple ici, en courant continu, de faire fonctionner un appareil qui, lui, fonctionne à 120 volts, que ce soit une lumière ou même un moteur, juste ici. Ça va? Donc, je vais prendre ce schéma-là et je vais le mettre directement sur Teams. Dans notre canal. Okay. Donc, utilisation d'un relais. Pour contrôle on-off. Tout le monde comprend ce que je veux dire par on-off. Donc, on peut juste activer ou désactiver. Ça va? Quand je vais fermer mon interrupteur, donc quand je vais mettre un 1,
Ça va à la sortie de mon Raspberry Pi, ça va envoyer 5 volts, ça va générer un courant qui va générer un champ magnétique. Bref, la lumière va s'allumer. Quand je vais mettre un 0, l'équivalent d'ouvrir l'interrupteur, pas de champ magnétique, l'interrupteur reste ouvert, la lumière reste éteinte. Donc, utilisation d'un relais pour contrôle on-off. Je vais écrire d'une charge alternative. Donc, une charge ici, je vais mettre entre parenthèses lumière. Lumière, moteur, élément chauffant. Donc, plusieurs appareils là, qui sont alimentés en alternative peuvent être contrôlés par le stratagème que je viens de présenter ici. Et voilà, ça va. Maintenant, des relais, comme j'ai dit, il y en a de plusieurs types. Dans les images que je vous ai montrées tout à l'heure, et je vais les remontrer, on voit que certains d'entre eux semblent avoir beaucoup plus de pins que d'autres. Ici, regardez le nombre de pins que j'ai ici. Donc, j'ai 2 ici qui sont mes bobines, mais toutes les autres pins qui sont ici représentent des contacts. Certains normalement ouverts, certains normalement fermés. D'ailleurs, allons relais. Je vais essayer de trouver parfait. Tenez, voici un exemple donc d'un relais donc qu'on appelle single pole double throw. Donc pourquoi? Parce que j'ai une bobine d'alimentation, mais regardez, j'ai ici un circuit qui est normalement fermé et j'ai un autre circuit ici qui est normalement ouvert. Tout le monde voit ça? Donc, quand je vais polariser ma bobine, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le circuit qui était ouvert, donc qui alimentait peut-être par défaut quelque chose, le circuit qui était fermé, excusez-moi, ici, en haut, comme ça, qui alimentait par défaut quelque chose, va s'ouvrir et va venir fermer le circuit d'en bas. Amenons-le dans Teams, ça va nous permettre de mieux le schématiser pour vous, je crois. Donc, je vais descendre ça ici et je vais juste venir faire une insertion et une capture d'écran. On va venir voler ça à Google. Donc, voler ça et le descendre. Ouh, ça n'a pas marché comme je voulais, ça. OK, on va le faire autrement. Je vais faire ceci. Ouais. OK. Donc, qu'est-ce qui va arriver quand je vais venir mettre, un 5 volts ici, entre cette borne et cette borne? Mais au départ, mon circuit normalement fermé, imaginez que j'ai 24 volts ici, par exemple, ça va, qui passe ici et qui alimente un moteur DC, et ça s'en va où? Ça s'en va à la masse, à la borne négative de ma batterie. Donc, par défaut, quand il n'y a pas mon 5 volts, le moteur y tourne. Dès lors que je viens appliquer 5 volts, qu'est-ce qui va se passer? La bobine qui est là, elle va attirer le contact qui est ici vers le bas. Ça veut dire que maintenant, en haut, j'ai un circuit ouvert, alors qu'en bas, j'ai un circuit fermé. Ça va? Donc, mon moteur ici va arrêter de tourner et je vais plutôt maintenant pouvoir venir alimenter quelque chose d'autre qui se trouve ici. Donc, le même relais peut activer et désactiver plusieurs circuits différents à la fois.
Moi, dans mon exemple, pour rester simple, j'ai pris un single pole, single throw. Donc, un seul pôle, une seule bobine et un seul circuit, un seul contact. Ça va pour tout le monde? Tout le monde comprend l'idée? Donc, je répète sur l'image que je vous ai montrée ici, si certains des relais semblent avoir plusieurs paires de bornes ou de pattes, c'est que pour une seule bobine, on a plusieurs paires de contacts, certains normalement ouverts, certains normalement fermés. Donc, le problème avec ces relais, c'est que le courant rouge ici, le courant nécessaire pour que la bobine génère assez de champ magnétique pour faire ouvrir l'interrupteur, ben, c'est un courant qui est souvent beaucoup plus élevé que ce que la sortie d'un Raspberry Pi ou d'un microcontrôleur standard est capable de fournir. Donc, il nous faut souvent amplifier le courant que notre Raspberry Pi est capable de fournir avant de l'envoyer dans un relais. Et pour y arriver, ça va nous prendre un autre composant qui s'appelle un transistor. Mais avant de parler du transistor, ben, expliquons d'abord le concept de fonctionnement d'une bobine. Pourquoi est-ce que c'est en mesure de générer un champ magnétique? Et pourquoi est-ce que ce champ magnétique permet d'attirer ou de repousser un contact, un conducteur qui se trouve de l'autre côté? Pour le schéma de base ici, tout le monde a compris son idée? Ça va? C'est quelque chose qu'on va monter en laboratoire. Ça pour nous permettre de contrôler de manière on-off des moteurs, des lumières qui vont être alimentées en AC. Et je répète, la source d'alimentation qui est ici, ben, c'est pour simplifier le schéma, voyez-la toujours comme le signal on-off qui va venir d'un des GPIO, General Purpose Input Output, donc d'une des pins de notre Raspberry Pi. Ça va? OK. Donc, prenons quelques secondes pour expliquer là, le principe de fonctionnement d'une bobine. Donc, je vais faire ceci. Je vais vous ramener dans votre tendre enfance pour ceux qui ont fait un peu de physique. Donc, si je prends un conducteur, c'est un bout de fil, juste ici. Ça va? Et que ce conducteur, je le fais traverser par un courant. Donc, je vais dessiner une batterie, juste ici. C'est la borne positive de ma batterie, et ici, c'est la borne négative de ma batterie. Voilà. Donc, j'ai une batterie juste ici. Et donc, je vais connecter ma batterie ici à mon bout de fil, et là, à mon bout de fil. Donc, on peut tous imaginer qu'on a un courant qui va circuler. Oups. Oui. On peut tous imaginer qu'on a un courant qui va circuler comme ceci. Dans mon système. Ça va pour tout le monde? Parfait. OK. Donc, maintenant, si vous avez fait un peu de physique, vous savez que quand un courant se déplace à l'intérieur d'un conducteur, ben, il y a un champ magnétique qui apparaît autour de ce conducteur. Donc, comment fait-on pour déterminer quel est le sens de rotation de ce champ magnétique autour de notre conducteur? Ben, il y a quelque chose de très simple qu'on peut utiliser qui s'appelle la règle de la main droite. Donc, si je prends ma main droite ici présente, ça va, et que j'enroule mes doigts autour de mon conducteur avec mon pouce qui pointe dans le sens dans lequel les électrons circulent à travers mon conducteur. Donc, ça veut dire quoi? Je vais dessiner. Ça va? Donc, ça veut dire que mon pouce, ça c'est mon pouce, mes chers amis, juste ici. Il est un peu croche, mais c'est mon pouce. Ça va? Et mes doigts et ma main. On a compris l'idée. Donc, mes doigts sont ici, comme ceci, et mon pouce est là. Donc, je m'améliore, non? Je m'améliore. Donc, mon pouce pointe dans la direction où le courant circule. Donc, la façon dont mes doigts sont enroulés autour du conducteur m'indique le sens dans lequel le champ magnétique tourne
autour de mon conducteur. Donc, je vais le dessiner autrement. Donc, je vais prendre du noir et je vais me dessiner un cercle ici. Ça va? Le cercle qui est là représente la face ici de mon conducteur. Ça va? C'est une coupe de section. Et ce que je vais faire, c'est que lorsqu'un courant rentre à l'intérieur de mon conducteur, je vais faire un X, comme l'arrière d'une flèche. Et lorsqu'un courant sort du conducteur, on va faire un point. Je vais plutôt faire un point, exactement. Donc, on va faire les deux cas de figure. Donc, je vais prendre ça, je vais le déplacer légèrement à côté, on va le copier, on va le coller et on a son clone juste ici. Donc, premier cas de figure. Premier cas de figure juste ici. Étudions ce qui se passe quand le courant rentre dans notre conducteur. Ça va? Donc, même règle de la main droite. Donc, tout le monde voit mon image. Donc, je suis comme ceci. Ça va? Donc, les lignes de force vont tourner comme ceci. Ça va? Et ces lignes de force, ben, en fait, plus je suis proche de mon conducteur, ben, les lignes de force ne se croisent jamais. Ça va? Mais plus je suis proche de mon conducteur, plus elles sont près les unes des autres, plus je m'éloigne de mon conducteur, plus elles s'éloignent les unes des autres. Ça va? Donc, mes lignes de force ou de champ magnétique sont moins denses, plus je m'éloigne, donc le champ magnétique va être moins fort. Ça va? Si j'ai deux conducteurs côte à côte, qui sont tous les deux traversés par un courant qui rentre dans mon écran, ben, je vais y aller avec une autre couleur ici. Donc, ici aussi, je vais avoir des lignes de force qui font ceci. Ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, ça ne nous aide pas à programmer le Raspberry Pi, mais ça nous permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans un bobine. Donc, regardez maintenant. Je vais prendre, tiens, du vert, un rectangle, et je vais zoomer sur ma zone centrale ici, et je vais refaire la même chose. Je vais zoomer ici, et je vais zoomer ici. Donc, allons-y zone par zone. Donc, dans ma première zone, donc cette zone-ci, que je vais appeler la zone 1, on voit que il y a principalement seulement les lignes de force bleues qui agissent. Ça va? Donc, voyez-les comme un élastique. Ça va? Plus j'ai de lignes de force, plus l'élastique va me pousser vers l'intérieur. Si je regarde ma zone 2, juste ici, c'est le même principe. Il n'y a que les lignes rouges qui interagissent. Mais si je regarde ma zone 3, juste au milieu, qu'est-ce qui se passe? Mes lignes de force rouge et bleu, est-ce qu'elles se renforcent ou est-ce qu'elles se combattent? Elles se combattent. Elles se combattent parce qu'elles vont dans des directions opposées. Donc, ce qui fait qu'en fait, au milieu, ce qui est en train de se passer, c'est que ces lignes de force sont en train de s'annuler mutuellement. Donc, c'est comme si je vous dis que j'ai un élastique de ce côté-ci qui me pousse vers l'intérieur. J'ai un élastique de ce côté-ci qui me pousse vers l'intérieur. Et l'élastique que j'aurais pu aller au milieu, il s'affaiblit parce que les lignes de force se combattent. Donc, deux conducteurs parallèles traversés par un courant allant dans la même direction. Donc, que les deux courants rentrent ou que les deux courants sortent, ils vont s'attirer l'un l'autre. Ça va? Tout le monde comprend pourquoi? C'est bon? Alors que si on refait l'exercice rapidement, donc je vais le faire rapidement, je vais faire un cercle avec un courant qui rentre, un cercle avec un courant qui sort. Donc ici, je vais avoir des lignes de force comme ceci, alors que de l'autre côté, je vais avoir des lignes de force comme cela. Ici, on voit clairement que dans ma zone centrale, on va dans la même direction, donc on se renforce.
Ça va? Donc, l'élastique, il va être beaucoup plus fort au milieu qu'à l'extérieur. Donc, les deux conducteurs, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se repousser l'un de l'autre. Ça va? Mais ça, c'est un fil plat. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends mon fil du départ, mon fil qui est ici, et je l'enroule sur lui-même? C'est notre fameuse bobine. Donc, je prends mon fil et je vais faire ça comme ça. Donc, j'ai pris mon fil de départ et je l'ai enroulé sur lui-même. Mais on sait qu'autour de ce fil, il y avait des lignes de force qui tournaient. Je commence à atteindre la limite de mon talent de dessinateur ici. Mais je crois que vous avez compris l'idée. Ça va? Donc, ça, ce qui va se passer, c'est que, en fait, on est en train de créer un électroaimant. On a tous déjà vu ça dans un film, là. Un véhicule qui vient, on active l'électroaimant et boum, une voiture est aspirée, si on veut, vers l'électroaimant. Quand on coupe l'alimentation, la voiture redescend. Donc, c'est comme un aimant naturel, sauf qu'un électroaimant a un pôle nord et un pôle sud. Et un aimant, ben, c'est simple, ça attire les éléments ferromagnétiques. Comme ma switch qui se trouve ici. Donc, comment ça marche, notre fameux électroaimant? Donc, je vais m'aider ici. Je vais prendre un rectangle qui est le noyau de mon électroaimant. Autour de ce rectangle, je vais me faire des enroulements de fils qu'on appelle des spires. Voilà, mon premier enroulement, mon deuxième enroulement, mon troisième, mon quatrième, etc., etc. Et on va y aller encore une fois avec la règle de la main droite. Cette fois-ci, regardez ce qui va se passer. Donc, je reprends ma batterie de tout à l'heure, ma source d'alimentation. Donc, plus, moins. Et je viens la connecter ici et je viens la connecter ici. Ça va? Et dans la configuration actuelle, qu'est-ce qui va arriver? On voit que mon courant, il passe à travers le fil. Donc, mon courant va passer par l'arrière, remonter ici en avant, ainsi de suite. Donc, la règle de la main droite ici, elle veut quoi? Ce n'est plus le pouce qui nous intéresse. Tout à l'heure, je vais remonter, tout à l'heure, ce qu'on faisait pour... Tout à l'heure, ce qu'on faisait ici, c'est que on orientait le pouce dans la direction du passage du courant et la manière dont nos doigts s'enroulaient autour du conducteur nous indiquait le sens dans lequel nos lignes de force tournaient. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va enrouler nos doigts autour du conducteur dans le même sens que le courant circule autour du conducteur. Ça va donc, ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que mes doigts vont passer derrière le conducteur. Donc, ce qui fait que mon pouce, encore une fois, va pointer de ce côté-ci. Et ça me donne quoi comme information? Ça me dit que mon électroaimant, son pôle nord se trouve ici et son pôle sud se trouve là. Et on sait que dans un aimant, les lignes de force circulent du pôle nord vers le pôle sud, comme ceci. Donc, du nord vers le sud, du nord vers le sud, du nord vers le sud. Donc, voilà comment, dans un relais, en créant une bobine de fil et en la traversant par un courant, on est capable de créer un champ magnétique. En fait, on est capable de créer un aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Cet aimant nous permet donc d'attirer, ça va, ou de relâcher, ou d'ouvrir un interrupteur qui
permet de fermer un circuit dans lequel on a un courant alternatif ou un courant continu. Et donc, ça permet de contrôler des éléments qui fonctionnent à des tensions différentes de la tension d'alimentation qu'on a de ce côté-ci. Ça va pour le concept? OK. Donc, dernier élément que je veux rajouter aujourd'hui, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, j'ai dit que ce circuit-ci était intéressant, sauf que le courant qui circule ici, ben, très souvent, pour créer la bonne quantité de champ magnétique pour faire fonctionner notre lait, c'est un courant qu'on n'est pas capable de fournir avec notre Raspberry Pi. Alors, un Raspberry Pi, ça fournit au maximum en sortie, là, si je ne me trompe pas, entre 80 et 100 milliampères. Et des fois, un relais ici, ça peut prendre jusqu'à 1 ampère. Donc, il nous faut un moyen de booster notre courant. Et le composant standard pour y arriver en électronique, c'est le transistor. Un transistor, physiquement, ça ressemble à ça. Il y en a plusieurs types. Mais il y a toujours 3 pattes. Le collecteur, l'émetteur et la base. Et je répète, je vous présente plusieurs composants électroniques aujourd'hui et leur principe de fonctionnement de base, mais chaque fois qu'on va avoir un montage concret à faire en laboratoire, je vais vous rappeler les règles, je vais vous redessiner le circuit et je vais vous assister dans son montage. Mais c'est important qu'on ait quand même des connaissances générales avant d'arriver en laboratoire. Donc, les transistors, il y en a de 2 types, les transistors NPN et les transistors PNP. Donc, allons-y avec leur principe de fonctionnement. Donc, ça ressemble à quoi? Donc, un transistor, le schéma électrique, c'est ceci. Donc, on a ici ce qu'on appelle le collecteur, ici ce qu'on appelle la base, et ici ce qu'on appelle l'émetteur. Donc, ici, on a ce qu'on appelle un transistor, voyons, NPN. Et on a un autre modèle, ici, toujours collecteur, base, émetteur, qu'on appelle plutôt le modèle PNP. Donc, le principe de fonctionnement est plus ou moins le même. Et pour ne pas trop nous compliquer la vie aujourd'hui, je vais me concentrer sur notre ami ici, le NPN. Donc, allons-y. Oui, allons-y. Donc, le transistor, c'est encore une fois une espèce d'interrupteur électronique en réalité. Donc, je vais le schématiser comme ceci. Okay. Je vais le schématiser comme ceci. Donc, j'ai le collecteur ici, j'ai l'émetteur ici, et j'ai la base ici. Je vais juste me faire un peu de place. Donc, j'ai dessiné ça un peu comme un interrupteur. L'idée est la suivante, que si je fais la bonne chose avec ma base, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais être capable de venir fermer le circuit ici entre le collecteur et l'émetteur, donc avoir un courant qui circule du haut vers le bas. C'est ça l'idée du transistor. Le transistor, c'est un interrupteur électronique en réalité. Donc, comment est-ce qu'on va y arriver? Ben, l'idée est la suivante, c'est qu'il faut appliquer une certaine tension à la base du transistor. Donc, je vais y aller avec ma source d'alimentation ici encore une fois. Je vais mettre une résistance. Donc, je répète, je donne le principe de base tout simplement. On entrera dans les détails en temps et lieu. Donc, plus, moins. Je mets une certaine résistance. Et, parfait.
J'en ai branché comme ça ici. Donc, un peu comme avec la LED, qui doit chuter une certaine quantité d'énergie pour commencer à conduire, quand on vient, on dit polariser la base du transistor, ouais, entre la base ici et l'émetteur, il y a une certaine portion de la tension de la source qui est chutée, qui est consommée. Une fois que ce voltage est consommé, on dit que le transistor est polarisé et donc l'interrupteur ici entre le collecteur et l'émetteur se ferme. Ce qui fait que si ma source ici était une source de 10 volts et que ça prend 0,7 volts entre la base et le collecteur, entre la base et l'émetteur pour que le transistor commence à conduire. Et que de ce côté-ci, disons que mettons-nous encore une lumière, ça va? Mais cette fois-ci, une lumière qui fonctionne à 24 volts. Juste pour qu'on comprenne le principe. Donc, une lumière qui fonctionne à 24 volts. Donc, je vais mettre ici une source d'alimentation de 24 volts. On va se mettre une petite résistance pour limiter le courant. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a une relation entre le courant de la base excusez-moi. Donc, le courant, excusez-moi, du collecteur, donc le courant qui circule ici en haut, est égal au courant de la base fois un certain facteur, bêta, qu'on trouve dans les fiches techniques. Donc, allons-y. Donc, comment est-ce que je vais trouver le courant de ma base dans cette histoire-là? Ben, c'est assez simple en réalité. Donc, on a le courant de la base va être égal à la tension de la source moins la tension que mon transistor a besoin de chuter, ça va, entre la base et l'émetteur pour pouvoir commencer à conduire. Donc, cette énergie-là, je la perds divisée par ma résistance. Ça me donne un courant. Ça va? Le courant qui va circuler ici. Donc, le courant de polarisation. Le courant qui permet de fermer l'interrupteur qui se trouve où? L'interrupteur qui existe ici. Ça va? Entre le collecteur et l'émetteur. Donc, une fois que cet interrupteur est fermé, on me dit que le courant qui va circuler ici, le courant de collecteur, est égal à quoi? Est égal à IB fois bêta. Bêta, c'est une information qu'on trouve dans la fiche technique de notre transistor. Mais à la base, qu'est-ce qui vient de se produire? J'avais un circuit ici qui était alimenté, disons, à, j'ai dit 10 volts, mais ça pourrait même être à 5 volts, si on parle du Raspberry Pi, à 5 volts. Donc à 5 volts, et qui me permet de l'autre côté de faire fonctionner une lumière ou un moteur qui, elle, fonctionne à 25 volts. Remarquez aussi que le courant vert ici, c'est mon courant IC, il est plus grand que le courant IB qui est fourni par mon Raspberry Pi d'un facteur bêta. Donc, si je combine le transistor au relais, regardez bien ce qui va se produire. Donc, voici mon Raspberry Pi. Voici la patte de sortie de mon Raspberry Pi. La patte de sortie de mon Raspberry Pi à travers une résistance va alimenter la base de mon transistor. Donc, ici, je vais à la masse, donc la borne négative de mon power supply. Et ici, je vais aller
je vais aller comme ceci. Donc, voici la bobine de mon relais. Voici la diode qui est en parallèle avec la bobine de mon relais. Ah, c'est trop haut ça. Je vais descendre quelques secondes. Allez, descendons, descendons. Ah, c'est pas évident. Pourquoi il ne veut pas? OK. Donc, disons que je vais faire fonctionner quelque chose, moi, donc, j'ai 5 volts ici parce que j'ai un relais qui a une bobine d'alimentation de 5 volts. Et de l'autre côté, on a le relais, le contact de notre relais qui, lui, doit fonctionner à 120 volts. Donc, faisons notre boîte ici qui est le boîtier du relais, encore une fois. Donc, on a la patte 1, la patte 2, la patte 3 et la patte 4. Donc, ici, j'ai ma fameuse lumière qui est alimentée par une source de tension alternative par la prise d'Hydro-Québec. Donc, si je regarde bien ce schéma, ben, si mon Raspberry Pi était capable de fournir seulement un tout petit courant, ben, par le facteur bêta, ce courant-là, ben, ici, au collecteur, il va être amplifié. Donc, je vais avoir le courant nécessaire pour que ma bobine crée le champ magnétique me permettant de fermer l'interrupteur et donc d'avoir mon courant qui passe à travers ma lumière, mon courant alternatif qui passe à travers ma lumière. Donc, tout ce qu'on essaie de prouver aujourd'hui, c'est que, vous savez, on pourrait s'asseoir et je pourrais montrer toutes les syntaxes en Python pour activer, désactiver une sortie, pour faire flasher une lumière, pour faire tout ce que vous voulez. Ça va? C'est facile de le faire en code. Mais pour que ça marche vraiment physiquement dans le vrai monde, ben, il faut brancher les choses correctement autour de votre système embarqué. Et je répète, je ne veux pas faire de vous des spécialistes. Ces schémas que je dessine rapidement aujourd'hui dans nos laboratoires, ils y seront faits avec des logiciels de dessin, de conception électronique. Et je vous montrerai, comme je l'ai fait aujourd'hui, comment faire ces branchements-là sur la plaquette. Et donc, chaque schéma sera associé avec un labo. On fera le programme, vous ferez les branchements, je validerai les branchements et on essaiera de voir si notre programme est capable de contrôler le circuit. Mais c'est important pour moi que vous ayez une compréhension générale de ce qui se passe dans le circuit que votre programme est en train de contrôler. Je crois que j'ai vu la main de Mohamed. La question par rapport, par rapport l'intensité du courant est égale IB et bêta. Le bêta, est-ce que c'est une constante, n'est-ce pas? Non, c'est pas une constante. C'est une information qu'on trouve dans la fiche technique du modèle du transistor qu'on utilise. Ok. Ok, parfait, merci. Ben, comme je n'ai pas donné un modèle précis, j'ai juste fait un schéma générique, c'est pour ça que je n'ai pas mis de valeur. Mais si par exemple, tiens, je vous donne je sais pas moi, le type 42. Ça va qu'il y a un modèle de transistor, voici sa fiche technique. Si on allait fouiller dans sa fiche technique, ici, on trouverait le paramètre bêta, qui est le gain en courant entre la base et l'émetteur. On serait capable de faire nos calculs dans nos circuits. Ce qui n'est pas le but du cours. Je ferai les calculs pour vous, je vous donnerai les valeurs. Pourquoi? Vous n'êtes pas des techniciens en électronique.
Ça va? Donc, je vais stopper notre survol des composants de base de l'électronique. En fait, vous savez, si on sait comment utiliser une résistance, une LED, un condensateur, une bobine, un relais et un transistor, et qu'on comprend la loi d'Ohm en série en parallèle, ben, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus d'électronique que ça pour être capable de contrôler des éléments de base. Donc, il y a toutes sortes d'autres composants qui existent en électronique, des amplificateurs opérationnels, des comparateurs, des varistors, mais pour le genre de contrôle qu'on va habituellement faire dans un système domotique, allumer, éteindre des lumières, contrôler leur intensité, etc., etc. Les composants de base dont je vous ai parlé aujourd'hui, ils nous suffisent. Donc, on va les apprendre une fois et on va tourner toujours autour d'eux dans les programmes qu'on va faire dans notre Raspberry Pi pour contrôler les circuits qui vont être basés sur ces composants-là. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous demander de revisionner attentivement ce dont on a bavardé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lundi en laboratoire, ben, je m'attends à ce que tout le monde ait son Raspberry Pi. Ça fait quand même 2 semaines qu'on a demandé de les avoir. Et donc, que tout le monde ait son Raspberry Pi. Et moi, je vais fournir les plaquettes d'expérimentation et quelques composants de base comme la semaine dernière. Et on va pouvoir commencer à s'amuser à faire nos montages, prendre les mesures, porter surtout une attention particulière à l'explication qu'on a donnée ici. Ça va? Donc, ici, sur la... ça charge, sur la manière de faire les branchements sur la plaquette, parce qu'on va avoir 2-3 montages à faire lundi. Évidemment, je vais vous aider, mais si on a compris le principe, ben, ça va aller beaucoup plus rapidement pour nous tous. Mohamed, ta main encore levée? Juste te demander, est-ce qu'on doit apporter autre chose que Raspberry Pi et une petite puce qu'on a installée, le Raspberry Pi ou bien... Le Raspberry Pi et sa carte mémoire, évidemment, sinon il ne fonctionne pas. Ouais. Parce que peut-être que je vais apporter avec moi le clavier et peut-être même... Normalement, si votre Raspberry Pi est déjà configuré, vous n'avez plus besoin de clavier parce que vous pouvez lui parler ensuite par la suite à travers le réseau. Donc, ça ne devrait pas être nécessaire, mais bref, vous savez quoi? Je vais tester demain et samedi ce que je vais vous faire lundi et je vous dirai samedi ou dimanche là sur le chat ce que j'ai besoin que vous ameniez lundi si jamais j'ai besoin que vous ameniez quelque chose. Ça vous va comme ça? Mohamed? Super. Parfait. Donc, sur ce, je clôt cette magnifique réunion et